Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire Encart consacré à l'orientation pour les élèves essentiellement des conservatoires. Écoutez, je vous souhaite tous la bienvenue et je vais passer assez rapidement la parole. Nous allons accueillir 5 formations ce soir et présenter 5 formations, sachant que s'agit d'un échantillon de formation, qu'il en existe d'autres sur le territoire. Ce sont des exemples et que nous vous invitons à aller découvrir celles qui sont proches de chez vous aussi. À l'occasion, certaines ont quand même des spécificités. Vous le verrez, vous allez l'entendre, notamment celle de Strasbourg pour la danse ou celle de Lorraine pour le théâtre et le cinéma. Je passe la parole assez rapidement à Léo Souillès-Débat, mais avec une petite précision que vous allez devoir poser vos questions par écrit dans le fil QR, que nous les relayerons aux intervenants, que l'on va faire une première séquence de questions-réponses après les 2 premières interventions, donc sur la Lorraine et l'Université de Lorraine et l'Université de Strasbourg, et qu'ensuite on fera les 3 formations euh, dédiées aux musiciens. Donc, je passe la parole tout de suite à Léo. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je suis Léo Suyès de Batz, je suis maître de conférence en études cinématographiques à l'Université de Lorraine et je suis situé sur le site de Metz puisque on est une université qui a fusionné à l'échelle régionale et les deux principaux pôles sont situés à Nancy et à Metz, Nancy étant le plus gros pôle et Metz étant le second pôle en termes de nombre d'étudiants. Et donc, je suis dans un département art qui propose 2 licences et un master, une licence d'art plastique et une licence d'art du spectacle. Je suis co-responsable de la licence art du spectacle. Donc, pour présenter rapidement cette licence, il s'agit d'une licence donc, commune art du spectacle, alors essentiellement cinéma, théâtre, plutôt cinéma et art de la scène, hein, puisque on avait un volet danse, mais c'est un volet qui doit être reconsidéré à l'avenir, puisqu'on a un collègue qui est parti à la retraite et qui portait ce volet-là. On est, on va dire, à un tournant aussi de nos formations de ce côté-là. Mais historiquement, on était cinéma, théâtre, art de la scène au sens large, danse, etc. Et donc, une licence art plastique qui est, elle, autonome, mais qui est aussi dans notre même département. Et donc, ce qui caractérise, je dirais, le plus notre licence art du spectacle, c'est que durant les 2 premières années, donc première année et deuxième année, on a donc des cours communs. Tous les étudiants et les étudiantes suivent les mêmes cours et on a un volume égal, en tout cas, entre les cours de cinéma et les cours de théâtre qui sont pensés en miroir. C'est-à-dire quand il y a un cours d'histoire du cinéma, il y a un cours d'histoire du théâtre. Quand il y a un cours analyse filmique, il y a un cours d'analyse des arts de la scène, etc. On a vraiment pensé ces 2 premières années de cette façon-là. Et il y a une articulation entre cours théoriques et cours pratiques. Alors nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, notre équipe n'est pas composée de collègues qui sont eux-mêmes praticiens en quelque sorte. Donc on fait appel à des professionnels pour les cours de pratique. Et donc on a des cours de pratique dès le premier semestre de la première année. Ce n'était pas le cas avant, hein, mais on a des nouvelles maquettes qui vont entrer en vigueur à partir de l'année prochaine. Et donc, à chaque semestre, on essaie de trouver une articulation entre théorie et pratique. Et donc, la grosse différence, enfin, ce qui va changer, ce qui change ensuite, après ces 2 années pensées en miroir cinéma art de la scène, nous avons 3 parcours de licence. Donc, on est toujours dans la licence art du spectacle, mais les étudiants et les étudiantes choisissent 3 parcours, soit le parcours cinéma, qui, comme son nom l'indique, est spécialisé et orienté vers le cinéma. Il n'y a plus du tout de cours liés aux arts de la scène, même si on a quelques cours communs, comme par exemple un cours transversal aux 3 parcours, qui est le cours de sociologie des arts et de la culture, puisqu'on est très marqué par la sociologie de la culture et des publics à Metz. Le parcours art de la scène, donc licence 3 parcours art de la scène, et le parcours licence 3 projet culturel, qui concerne essentiellement les étudiants qui s'intéressent moins au métier de la création ou de la production, mais plutôt au métier
Ils sont censés amener à ce qu'on pourrait appeler les intermédiaires culturels, quoi, ceux qui font se rencontrer les œuvres et les publics, les artistes et les publics, etc. Donc chargés de public. Et puis il s'avère qu'on a un master qui est très centré sur les métiers de la médiation culturelle par la suite. Alors que pour le volet création, ça se déplace ensuite à Nancy au niveau master. Voilà, donc notre licence, elle est surtout pensée comme ça, une sorte de tronc commun art du spectacle, pardon, L1, L2, première, deuxième année. Et puis en troisième année, cette spécialisation en quelque sorte. Le point commun entre ces trois parcours aussi, c'est un stage. Alors un stage assez flexible, c'est-à-dire qu'il est d'une durée minimale de une semaine, donc l'équivalent de stage d'observation, mais en fonction des projets, et c'est vraiment ça au cas par cas en fonction des étudiants et des étudiantes, on a aussi des stages plus longs qui peuvent durer un mois, 2 mois. Là, pour le coup, on s'adapte beaucoup aux étudiants parce qu'on n'a pas des effectifs gigantesques en troisième année. Donc, ça nous permet quand même d'avoir voilà, on va dire ce sur-mesure, si je puis dire, d'une certaine façon. Donc voilà pour l'armature générale. Après, en lisant le topo du webinaire, je crois qu'il était aussi question qu'on présente un peu le campus, enfin, en tout cas l'Université de Lorraine et le site de Metz. Alors c'est vrai que vous l'avez sans doute entendu à mon accent, je ne suis pas de la région, mais je m'y plais beaucoup. Et c'est un sudiste, sud-ouestiste qui vous dit ça. On me dit encore, alors que ça fait plus de 12 ans, une douzaine d'années que je suis en Lorraine, mais pourquoi est-ce que tu es là-bas comme si c'était absolument affreux? Ben, voilà, je ne trouve absolument pas. Je pense que c'est une région magnifique et en tout cas, enfin, moi, je m'y plais énormément pour plein de raisons. Alors oui, le climat n'est pas le même que dans le sud-ouest, mais bon, j'ai tendance à dire qu'avec le réchauffement climatique, on commence de plus en plus à être de mieux en mieux lotis, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Euh, mais au-delà de la plaisanterie, moi en tout cas, voilà, j'ai une vraie affection aussi pour la ville de Metz, qui est une ville que j'apprécie beaucoup aussi parce que c'est une ville qui est petite, hein, clairement, mais je crois que moi c'est ça qui me plaît. On parle souvent, vous savez, enfin, de la ville du quart d'heure voilà, dans les questions de bien-être en urbanisme. Et là, pour le coup, c'est vraiment une ville, on va dire, tout est à 20 minutes. C'est une très belle ville aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai effet waouh aussi à Metz parce que ben, on n'a pas beaucoup d'images en tête quand on ne connaît pas la région ou Metz, hein. Autant Nancy, on a la place Stanislas. Vous avez des villes comme ça qui ont des marqueurs très forts. Et Metz, quand on en parle, si personne n'y est allé, ben, ça évoque pas grand-chose. Et ben, quand vous y retrouvez, ben, franchement, ça vaut le coup. C'est une très belle ville, vraiment, sincèrement. Et on a la chance d'avoir un campus. Alors, on a deux campus. Un campus qui est excentré, mais qui concerne les sciences dures, dites dures, donc maths, bio, etc., qui est excentré. Alors que pour les sciences humaines et sociales, donc que vous soyez en art plastique, art du spectacle, lettres, langues, etc., on est au cœur de la ville. Donc, on a la chance d'avoir un campus qui est en fait une île. C'est très, très, très végétal. Ça s'appelle l'île du Saulcy. Il faut facilement aller voir ça sur Google Maps. Et donc, voilà, c'est un campus vraiment qui est très agréable, qui est vraiment collé au centre-ville. Et là-dessus aussi, quelque chose. Voilà. Après, je veux aussi être honnête, à la fois, on est une grande fac parce qu'on a fusionné à l'échelle régionale, mais on est une fac aussi avec des moyennes qui sont peut-être pas les moyennes de tout le monde. On n'est pas ni mal ni bien loti, je pense. On a quand même je crois, sincèrement des beaux atouts aussi de ce côté-là. On est une petite équipe en tant qu'enseignant-chercheur. Pour vous donner une idée, il y a à peu près, dans la licence art du spectacle, environ 150 étudiants environ. En deuxième année, on descend aux alentours d'une centaine. Et en troisième année, ben, on a des répartitions sur les trois parcours avec un peu plus de monde en cinéma, c'est sûr, et un volume à peu près équivalent en projet culturel et en théâtre. Mais d'une certaine façon, c'est aussi, enfin, moi, je trouve un avantage dans le sens où on a vraiment la possibilité, hein, je dis vraiment avec beaucoup de sincérité, de suivre aussi plus facilement des parcours. Voilà. Donc, de ces effectifs-là, on en fait aussi un avantage, si je puis dire. Alors après, moi, je ne peux pas répondre trop dans le détail sur la question du théâtre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées sur cet aspect-là, parce que je ne le suis moi-même pas et je n'ai pas de collègues en théâtre qui étaient disponibles ce soir. Mais je peux essayer voilà, en tout cas, de répondre à ces questions de ce côté-là. Et pour ce qui est des liens avec le conservatoire, je sais qu'on a quelques cas de figure d'étudiants et d'étudiantes qui sont concernés. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, ça se passait bien. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que moi, vraiment, je ne suis pas associé à ces dossiers-là. Mais en tout cas, on arrive à trouver d'un côté comme de l'autre, on arrive à caler les emplois du temps. On n'a pas de convention, en tout cas, de choses clairement établies, ça c'est clair.
Mais je crois que c'est sur la table. Je sais qu'il y avait eu des pourparlers, en quelque sorte, qui avaient été engagés avec l'équipe théâtre et le Conservatoire de Metz, notamment. Mais j'en sais pas beaucoup plus de ce côté-là. Mais je sais qu'en attendant, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Donc, je ne veux pas trop accaparer la parole. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Et sinon, voilà, si vous êtes intéressé pour plus d'informations aussi, les journées portes ouvertes sont très bientôt. C'est le 17 février. Donc, c'est un samedi. Et il y a deux sessions, une à 9h30 et une à 11h30. Voilà, ça dure 1 heure à peu près. Ça se situe sur l'île du Saulcy, justement. Donc, c'est une bonne façon aussi de découvrir Metz. Donc, le samedi 17 février à 9h30 et à 11h30. Même si vous n'êtes pas pile à l'heure, voilà, n'hésitez pas à rester parce qu'on sera quand même entre les réunions, on sera quand même dans le hall pour discuter. Et ça se situe à l'UFR Arts, Lettres et Langues, qui se situe sur le site du Saulcy, qui est facile à trouver. Voilà, je voudrais Merci respecter Léo. le timing. Merci Léo. Peut-être juste rappeler, Metz, combien de temps, quelle durée de trajet depuis Paris, par exemple? Ah oui, alors ça, c'est très pratique parce qu'on a le TGV qui vous emmène en 1h25. Voilà. Voilà. Donc, en 1h25, vous êtes à Metz. Vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée sans problème. J'ai beaucoup de collègues d'ailleurs qui vivent à Paris. Voilà. Et nous, on fait souvent le déplacement aussi. Donc, c'est très pratique de ce côté-là aussi. Et la gare, enfin, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à la gare, vous avez un, un bus tram, c'est un faux tram, on a un faux tram, qui vous amène à peu près en, oui, 10 minutes, 15 minutes directement sur le campus. Voilà. Merci Léo. Et sans transition, on va passer on reste toujours dans la région Grand Est et on va passer à Strasbourg, qui propose une formation originale. Parce que si vous cherchez des licences qui s'adressent aux danseurs, vous aurez du mal à en trouver. Et effectivement, celle de Strasbourg est particulièrement précieuse. Donc, je laisse la parole directement à Angélique, qui va présenter. Bonsoir, merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire. Je me présente, donc je m'appelle Angélique Herzog. Je suis professeure agrégée d'éducation physique et sportive et professeure de danse contemporaine diplômée d'État et future co-responsable de la licence double cursus danse à la rentrée 2024 avec ma collègue ici présente, Sabine Cornu et Sylvie Boistel. Je vais peut-être juste les laisser se présenter, que visuellement on puisse les étudiants puissent voir un petit peu. Donc Sabine, peut-être, qui sera ma co-responsable du versant du côté de l'université, et puis Sylvie Boissel, qui est la responsable du côté du conservatoire de Strasbourg. Je vous laisse peut-être juste vous présenter rapidement, mesdames, qu'on puisse vous voir. Que j'active mon micro, ça sera peut-être mieux. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Sabine Cornu, je suis vice-doyenne de la faculté des sciences du sport, je suis maître de conférence à la faculté des sciences du sport, j'y enseigne donc tout ce qui est lié aux neurosciences et avec comme objet d'étude l'improvisation en danse, et j'enseigne aussi la danse à la fois en art et à la faculté des sciences du sport. Donc avec une population assez multiple et variée, donc fort intéressante. Voilà. Merci. Sylvie? Oui, bonsoir, Sylvie Westel. Donc, moi, je suis docteur en études chorégraphiques. J'interviens à l'Université de Strasbourg dans le parcours actuel art du spectacle. Je suis également donc coordinatrice du double cursus au niveau du conservatoire donc régional de Strasbourg et professeure de culture chorégraphique au conservatoire de Strasbourg. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vais poursuivre la présentation avec un partage. Je vais vous partager un document qui va vous permettre, où j'ai notifié quelques points importants comme ça pour les étudiants qui sont davantage visuels. Ça vous permettra d'être un petit peu, de faciliter les choses. Voilà. Normalement, ça devrait bientôt être bon. Je lance la présentation et... Normalement, vous devriez avoir un écran avec une présentation. Est-ce que c'est bon? C'est parfait.
C'est super. Donc, la licence double cursus danse, c'est un parcours de formation qui existe aujourd'hui en art du spectacle à Strasbourg. Et en fait, à la rentrée 2024, cette licence double cursus change de composante et vient sous la responsabilité de la faculté des sciences du sport. Et donc, c'est une licence, en fait, où nous, on a un partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg. Donc, c'est une formation qui est vraiment conjointe, intimement liée. On est très en relation permanente, en fait, faculté, conservatoire, pour pouvoir faire vivre ce double cursus et avoir un suivi pédagogique des étudiants. Donc, c'est une filière qui sera rattachée maintenant en STAPS, mais ça reste une filière artistique spécifique avec des enseignements très spécifiques liés à la formation et aux débouchés voulus. On va le voir rapidement. Et cette filière, dans le cursus STAPS, il y a différentes possibilités, dont une filière qui s'appelle APAS, et le double cursus danse sera en licence troisième année rattachée à cette mention. J'y reviendrai rapidement juste après. Donc, les disciplines concernées pour le suivi de cette formation sont les suivantes, hein, vous les avez devant les yeux, la danse contemporaine, la danse jazz, la danse classique. Et il y a également un double cursus hip-hop qui est en cours de construction. Pour celui-là, je vous en parlerai pas plus maintenant, on pourra échanger à côté parce que les coordonnées seront dans le document. En tout cas, ce qui fonctionne déjà maintenant depuis plusieurs années, c'est la danse contemporaine, le jazz et le classique en partenariat entre le conservatoire et l'université. Pour ce qui est des contenus, on ne va pas s'y attarder, mais néanmoins, je vous projette rapidement que vous ayez sous les yeux un petit peu les enseignements qui sont traversés. Les enseignements qui apparaissent en bleu sont des enseignements spécifiques à la formation du double cursus. Les enseignements qui sont en noir font partie des cours mutualisés avec les autres étudiants de la faculté des sciences du sport. Donc, dans la première UE, voilà, vous voyez bien qu'il y a une pratique danse du conservatoire. Il y a un atelier de composition, des pratiques somatiques, de l'histoire de la danse, de la formation musicale du danseur. Tous ces enseignements-là sont vraiment des enseignements qui sont spécifiques et qui vont occuper 2/3 de l'emploi du temps de votre première année de licence double cursus danse. Pour la deuxième année, vous l'aurez comme l'enregistrement va être fait, vous aurez ça sous les yeux. Donc, je vais passer à des choses qui sont plus pragmatiques pour vous dans l'immédiat. Il y aura, je vous ai mis cette petite affiche parce que je pense que ça peut être intéressant. C'est toujours bien de voir que dans une formation artistique, on a la possibilité de montrer son travail. Et en fait, on permet à tous les étudiants, qu'on soit spécialiste en danse ou non, de proposer le travail 2 fois dans l'année à la fin de chaque semestre. Et donc là, nos soirées s'appellent le corps en mouvement et elles viennent de se terminer. Vous voyez l'affiche qui avait été faite pour cette soirée. Donc, concernant les débouchés, alors, un des débouchés fondamentaux de cette formation, c'est l'équivalence de la première année du diplôme d'État en danse, que ce soit en danse jazz, en danse classique ou en danse contemporaine. Donc, toutes les unités spécifiques dont je viens de vous parler vont vous amener en fait à avoir l'équivalence de cette année de formation qui est dispensée parfois dans des écoles privées. Cette licence à la fin de la troisième année, vous offre ces équivalences. Donc, elles sont notées là, la formation musicale, l'histoire et l'anatomie. Et donc, ensuite, à la suite de ces 3 années de licence, il y a différentes possibilités. Et la première est de poursuivre le DE avec l'année de pédagogie dans une école agréée. Donc, par exemple, à Metz, pas loin de mon collègue qui précédemment est intervenu, il y a l'ESAL, l'École supérieure des arts de Lorraine, dans laquelle il y a la formation pédagogique au diplôme d'État en danse. Donc, c'est une possibilité. Il y en a pas mal d'autres. Vous devez sans doute en connaître sur le territoire national. D'autres possibilités de déboucher, eh bien, ce sont de passer des auditions pour intégrer des écoles de danse, pour intégrer des compagnies professionnelles et pour aller éventuellement au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou de Lyon. Donc ça, ce sont des débouchés possibles également après la troisième année de licence. Il y a également d'autres choses, à savoir la poursuite d'études. Donc, étant donné que cette filière va être attachée à la mention APAS, activité physique adaptée et santé, il est possible de poursuivre en fait en master. Il est également possible de poursuivre dans d'autres masters sous condition. Et il est également possible, et ça c'est une nouveauté par rapport à la licence qui existe aujourd'hui,
la licence APAS à la faculté des sciences du sport délivre une carte professionnelle qui permet d'aller dans le monde du travail après la troisième année. Donc, de pouvoir faire des interventions en danse à des publics spécifiques sous couvert d'avoir suivi un module d'une vingtaine d'heures complémentaires qui permet en fait d'enseigner à des seniors, qui permet d'enseigner à des personnes qui ont des maladies chroniques, qui permet d'avoir une approche sensible du corps avec différents publics. Et il y a une formation qui est faite en ce sens, formation dans laquelle j'interviens déjà maintenant à la faculté des sciences du sport pour ceux qui s'orientent vers un corps sensible avec un public en fait spécifique. Ensuite, on va rapidement passer aux modalités pratiques qui sont néanmoins importantes pour ce qui concerne le fait d'intégrer cette formation. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Sylvie qui va prendre le relais et puis je vais en même temps dérouler le document. Merci Angélique. Donc, par rapport au double cursus danse, la condition sine qua non, évidemment, c'est d'une part de postuler, mais ça, Angélique vous en reparlera sur Parcoursup, mais surtout d'auditionner au conservatoire, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la condition sine qua non, c'est complètement associé. On ne peut pas entrer en licence double cursus danse à l'université sans avoir été admis, évidemment, au conservatoire. Alors, pour ce faire, nous proposons au conservatoire des concours d'entrée, comme on appelle ça, chaque année. En l'occurrence, celui de cette année, donc pour la rentrée, pour être intégré dans cette licence à la rentrée 2024-2025, aura lieu le 28 avril. Il est donc important pour les étudiants qui souhaitent postuler, d'une part, d'avoir fait la demande, je dirais, au niveau de Parcoursup, mais surtout aussi d'avoir évidemment déposé son dossier d'inscription au conservatoire de Strasbourg. C'est vraiment complètement associé. Ça ne peut pas, quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, formaliser sur Parcoursup ne pourra pas auditionner au conservatoire et inversement, quelqu'un qui, hein, je dirais, qui ne sait pas formaliser auprès du conservatoire pour ce concours d'entrée ne pourra pas intégrer par la suite la fameuse licence double cursus. Les épreuves en tant que telles se définissent, tu peux peut-être passer si tu veux bien le... Ouais, merci, merci Angélique. Donc, oui. Alors, repasse juste celle d'avant, si tu veux bien. Merci, voilà. Donc, on précise simplement que, quel que soit votre niveau actuel, au niveau d'un cursus conservatoire notamment, hein, pas seulement, puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir fréquenté le conservatoire pour postuler en double cursus. Vous pouvez très bien avoir fait une pratique de danse assidue dans des écoles de danse associatives municipales, mais pour ceux qui auraient déjà suivi un cycle de conservatoire ou qui seraient détenteurs de l'examen d'aptitude technique, donc qui permet d'entrer, de postuler au diplôme d'état de professeur de danse, ou ceux ou celles qui auraient éventuellement le diplôme d'études chorégraphiques, donc qui auraient terminé leur troisième cycle en conservatoire, vous devez malgré tout vous présenter au concours d'entrée du conservatoire. Je dirais, comme c'est noté sur le PowerPoint, l'entrée en licence double cursus est à la fois prendre en compte la qualité des dossiers scolaires, hein, voilà, associés aux résultats, évidemment, de ce fameux concours d'entrée. Je pense qu'on peut passer plus loin. Pour les dom-tom, effectivement, ça peut se faire de façon dématérialisée. Pour l'admissibilité, au niveau du concours d'entrée, j'insiste bien, donc vous êtes évalué. Il y a une classe d'admissibilité, c'est une classe technique dans la discipline choisie, hein, puisque c'est à vous de mentionner si vous voulez plutôt rentrer en double cursus jazz, hein, dominant jazz, contemporain ou classique. Suite à cette première étape de ce cours technique, vous serez retenu, soit non retenu pour l'admission. Et dans ce sens-là, vous aurez à présenter la variation de fin de deuxième cycle dans votre discipline, dans votre technique de prédilection, et puis la variation, une variation libre. Voilà pour les conditions d'admissibilité par rapport et d'admission par rapport à ce concours d'entrée au conservatoire de danse de Strasbourg. Je pense que c'est bon, Angélique, il me semble. Oui, oui, Voilà. oui, c'est très bien, merci beaucoup, c'est clair, c'est très clair. Et pour finir, eh bien, il y a d'autres bonnes raisons de venir à Strasbourg.
les photos parlent d'elles-mêmes. C'est une photo de la cathédrale qui est absolument sublime. Et puis Strasbourg à Noël, c'est merveilleux. Mais blague à part, euh, je vais passer rapidement là-dessus, vous pourrez toujours le lire, mais l'Université de Strasbourg est extrêmement active et elle a un campus qui est extrêmement actif avec pas mal de choses qui sont mises en place régulièrement. Toutes les semaines, il se passe quelque chose, peu importe la composante, que ce soit du spectacle vivant, de la visite des musées, des colloques, des résidences d'artistes. Il y a Fanny Chaillet qui est en ce moment en résidence à l'Université en art du spectacle. Donc c'est un campus qui vit au niveau de la culture qui vit beaucoup et où les connaissances se partagent un petit peu dans un esprit artistique et c'est fort agréable. Après, pour la vie pratique, bon, ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez des informations, il suffit de vous rendre sur le site unistra.fr et vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Angélique. Les dates des journées portes ouvertes? Merci de le dire, je l'ai noté, je ne l'ai pas dit. C'est également le samedi 17 février au bâtiment du Portique, sur le campus de l'Esplanade, à la faculté des sciences du sport. Et il y aura un cours, je donnerai notamment un cours technique de 10h à midi avec les étudiants du double cursus actuellement les premières années de cette année. Voilà. Merci. Donc, on va prendre les premières questions sur ces deux premières licences. Donc, on a une première question parce que je pense qu'elle s'adresse autant à l'une et à l'autre des licences. C'est est-ce qu'il y a des prérequis en termes de bac? Donc, est-ce qu'il y a un bac technologique de type S2TMD? Alors, pour ceux qui la connaissent pas, dans les intervenants qui connaissent pas ce bac, donc c'est le bac sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, donc avec des spécialités danse, enfin c'est pratique de la danse et sciences et culture de la danse, et pareil en théâtre, hein, euh, et pareil en musique évidemment, puisque c'est la même chose, c'est-à-dire que les deux spécialités plus une spécialité d'économie qui est abandonnée à partir de la première. Donc comment ça se passe? Du coup, est-ce qu'il y a des spécialités qui sont recommandées? Est-ce que c'est ouvert? Puisqu'en fait, y compris le bac S de TMD est un bac relativement littéraire. Voilà. Et comment l'un et l'autre, vous pouvez aider? Je peux peut-être prendre la parole pour ce qui est de Strasbourg. Alors, je savais pas, donc du coup, j'ai répondu. Donc, je savais pas qu'il fallait le faire à l'oral, mais j'ai répondu et j'ai envoyé le message. Alors, l'idée, les simple, c'est. Moi, l'idée, les simple. Pas forcément de bac spécifique, mais il est clair que toute la partie écrite, c'est-à-dire le français, l'histoire, la philosophie, donc en termes de notes, sont pris en considération. Et il faut savoir, bien entendu, que il y aura des cours en anatomie, en physiologie, donc qui sont certes pas en premier en termes comment ça s'appelle, de contenu, mais qui va être nécessaire de toute façon pour l'équivalence pour le diplôme d'État. Donc cette double valence sciences humaines et sociales et sciences de la vie, physiologie, a quand même son importance. Par contre, bienvenue à l'université. Il est clair que la valence écriture, donc capacité à écrire, s'exprimer à l'écrit, à l'oral, est une valence importante. Ça, c'est sûr. Merci. Alors, je rappelle que dans la spécialité sciences et culture, sciences et culture, oui, c'est ça, de chorégraphique, il y a de l'anatomie, il y a, etc. Hein, donc, je vous dis, c'est effectivement, il y a de l'économie par ailleurs. Mais voilà. Peut-être pour également, on a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut passer dans deux esthétiques différentes, le concours d'entrée? Donc ça, c'est pour Sylvie. Il faut rouvrir le micro. Ouais, ouais. Voilà, alors je réponds d'ailleurs, il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre directement, donc je C'est reprécise ça.
Ouais, que même si vous êtes détenteur ou détentrice du diplôme d'études chorégraphiques ou de l'EAT, vous êtes obligé de repasser évidemment le concours d'entrée, puisque chaque conservatoire estime des niveaux différents, hein. C'est un certain diplôme, on va dire, national, mais chaque conservatoire a sa spécificité voilà, d'enseignement et je dirais ses exigences de niveau, ce qui n'ôte rien évidemment aux qualités des postulants et postulantes. Par ailleurs, alors on peut éventuellement passer, évidemment, parce que c'est organisé par session, hein, sur 2 jours, hein, les fameux concours d'entrée. Donc il est possible, évidemment, de passer, de postuler dans 2 techniques différentes, sauf que au niveau de l'emploi du temps par la suite, ça ne sera absolument pas compatible. Donc, c'est-à-dire que il n'y aura pas possibilité et de suivre à la fois le cursus avec une dominante en jazz, par exemple, et à la fois de suivre le cursus avec une dominante en classique. Par contre, toutes les dominantes sont systématiquement associées à des classes complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui auraient une dominante en jazz, ils ont des classes complémentaires en danse contemporaine et en danse classique. Et inversement, évidemment, donc ça tourne, hein, sur les 3 disciplines ou techniques pour le moment, c'est chaque fois complémenté d'une certaine façon par les autres disciplines, avec un taux horaire évidemment réduit. Et puis, il y a toute la pratique à l'université également qui vient encore compléter, parce qu'on ne fait pas que la pratique au conservatoire, comme le disait Angélique, hein. Il y a évidemment les ateliers de composition, enfin voilà. Donc, c'est encore nourri par, je dirais, une pratique effective en danse à l'université. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres Oui, il questions. y a une question aussi sur justement combien d'heures de pratique au total? Alors, on est actuellement, je parle vraiment actuellement, hein, sachant que on est dans le même cas de figure je dirais, que les collègues des autres conservatoires, enfin nous en tout cas à Strasbourg, un peu sur des phases, mais je vais dire à peu près sur un semestre, hein, puisqu'on parle, alors, au conservatoire on parle en trimestre, mais à l'université dans le double cursus, on appréhendera cela plutôt sous forme de semestre. On est à peu près sur, je crois, 580 heures de pratique conservatoire, hein, j'entends bien. C'est-à-dire que les étudiants et étudiantes ont cours systématiquement tous les jours, du lundi au samedi au conservatoire, à raison à peu près de 2 heures je dirais, par jour, hein, voilà. Et évidemment en respectant le calendrier scolaire et non pas universitaire. C'est-à-dire qu'ils ont cours de pratique de septembre à fin juin ou début juillet en fonction du calendrier, donc je rappelle, de l'éducation nationale et non pas de l'enseignement supérieur. Et se rajoute à cela la pratique à l'université qui représente combien à Là, peu je vais près? laisser répondre mes collègues. Ça va représenter à peu près 4 heures par semaine, entre 4 et 6 heures par semaine. D'accord. Donc au total, si on compte bien, on est entre 12 et enfin entre 16 et 18 heures de danse, de pratique Ouais. de la danse. Mais pas toutes les semaines. Quand je dis 4 à 6, il y a certaines semaines, Oui, ça oui. sera systématiquement 4, plus ou moins 2, qui peut varier selon les stages intensifs qui peuvent s'organiser via la faculté des sciences du sport. Je me, On, je Il y a me une on, autre, permets. il y a une Ouais. autre question là c'est qui ça. si l'audition d'entrée se fait avec une variation de fin de deuxième cycle, dans quel cycle est-on au CRR après en danse? En fait, c'est le jury qui va décider, suite à l'audition, dans quel cycle sera placé l'étudiant. Donc, ça peut être fin de deuxième cycle, mais ça peut être début de cycle 3. Tout dépend en fait du résultat de l'audition. Je rajoute juste Donc, par voilà. rapport au quota d'heures, en fait, au niveau du conservatoire, on respecte en fait, hein, le schéma pédagogique, hein, qui sont liés au 3e cycle de conservatoire en danse. Donc, c'est à peu près une pratique de 12 heures semaine. Voilà, hein, voilà, pour préciser un tout petit peu. D'accord. Et pour des jeunes, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que pour des jeunes qui sont déjà en cycle spécialisé, voire en CPES en danse, ils peuvent s'interroger, du coup, pourquoi est-ce qu'ils seraient remis dans un troisième cycle? Voilà, c'est un petit peu leur questionnement, je pense, hein, qu'il y a derrière, en filigrane. Et j'en profite tout de suite pour vous poser une autre question qui est posée, qui est comment est-ce que de bien rappeler.
vous avez dit qu'en sortie, on peut très bien imaginer poursuivre au CNSM. Euh, je suppose que c'est pas en licence, mais pour un master au CNSM, et donc peut-être que les limites d'âge sont pas forcément les mêmes. Voilà. Je vais prendre la main hein, sur les masters, effectivement, où je sais qu'au niveau de l'accueil des étudiants et des étudiantes en double cursus au conservatoire, on peut déroger, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours, hein, sur dossier bien particulier, des dérogations. Après, au niveau des conservatoires supérieurs, je ne sais pas. Je sais qu'il y a effectivement des limites d'âge. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça doit être de l'ordre de 23 ans. Je ne sais pas. On a un collègue qui est au conservatoire de Montpellier qui pourra peut-être préciser, mais me semble-t-il, hein, je crois que c'est 23 ans. Voilà. Ce qui veut dire que logiquement, si on démarre, hein, c'est-à-dire un cycle effectivement de licence vers 18-19 ans, on devrait pouvoir normalement achever un master logiquement avant la fin. Je vais dire ça comme ça, bon, de façon pragmatique. Maintenant, c'est vrai, je rebondis simplement sur la question par rapport pourquoi est-ce qu'il faudrait repasser. Alors, l'intérêt du double cursus, évidemment, associé au conservatoire, n'est pas uniquement, je dirais, d'aboutir au diplôme d'études chorégraphiques ou au niveau CPES qui vont être mis en place, hein, puisque ça va un peu changer, hein, c'est-à-dire que apparemment l'arrêté est enfin sorti par rapport au nouveau schéma d'orientation de formation au niveau des conservatoires. On attendait cet arrêté, il y a beaucoup de modifications donc par rapport au ministère de la Culture, peu importe. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que ça permet de toute façon à ceux qui veulent évidemment embrasser une carrière d'interprète en danse, voire de chorégraphe, etc., de poursuivre avec une pratique très, très intensive tout en bénéficiant quand même d'un cursus universitaire qui va déboucher sur une licence, ce qui n'est pas rien, hein, une licence en STAPS plus particulièrement, et puis bien évidemment de leur permettre, comme le disait Angélique, d'obtenir l'équivalence automatique de la première année du DE. Donc, il ne s'agit pas de se focaliser impérativement sur un diplôme d'études chorégraphiques ou je dirais un CPES, donc voilà, mais de considérer ça comme un tout, hein, c'est-à-dire c'est un double cursus qui est complètement associé et où la pratique est mise en avant. Après l'ambition, effectivement, ben, de toute façon, si ces étudiants, étudiantes ont l'EAT ou le DEC, soit ils postulent dans un conservatoire, je dirais, supérieur, soit effectivement, s'ils veulent s'orienter plutôt dans une carrière ou en tout cas dans un cursus universitaire, eh bien oui, cette licence double cursus est parfaitement faite pour ça aussi. Donc, pas seulement avec l'objectif d'obtenir un DEC qu'ils auraient déjà. C'est vraiment comme ça qu'il faut qu'ils l'entendent, en sachant de toute façon que s'ils sont acceptés en troisième cycle, il y a la possibilité, c'est-à-dire que évidemment, de suivre une classe préparatoire, comme on dit, aux grandes écoles, hein, les concours, hein, pour préparer au concours, par exemple, des conservatoires supérieurs. Donc, c'est vraiment à considérer dans ce sens-là et pas focaliser forcément sur le diplôme d'études chorégraphiques qui n'a de valeur que, je dirais, que de permettre jusqu'à présent, en tout cas, d'obtenir l'équivalence de l'EAT, rien de plus, hein, finalement. Je vais dire ça comme ça. Merci. Voilà, je pense Il qu'on y a a une fait. dernière question. Oui. Il y a une dernière question. En cas d'indisponibilité pour une autre audition, le jour de l'audition que nous, on organise au conservatoire, quelle est la démarche à suivre? Alors, comme je le disais, je dirais les postulants et postulantes des dom-tom, on dématérialise par vidéo, mais c'est vraiment exceptionnel, hein, c'est parce que, voilà, je dirais pour leur éviter le déplacement qui serait fastidieux et coûteux. Par contre, logiquement, ben, je dirais que s'il y a alors, sauf en cas vraiment de force majeure, mais ça, c'est pareil, ça se négocie au cas par cas. Hein, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ne repoussera jamais un dossier qui peut être intéressant si au niveau de l'université, il y a accointance et que le dossier est bon et que pour une raison de force majeure, l'étudiant ou futur étudiant, étudiante n'a pas pu se présenter au concours d'entrée, évidemment qu'on pourra reconsidérer et voir comment ça peut se passer. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas.
Il ne faut pas que ce soit une généralité, il ne faut pas se dire, voilà, si je ne suis pas prêt, enfin voilà, il faut vraiment préparer, c'est un concours d'entrée, mais il y a toujours évidemment possibilité d'arranger, enfin voilà, enfin, pour une raison ou une autre, mais je le répète, en cas de force majeure, et le conservatoire demandera peut-être effectivement une attestation, soit un certificat médical pour attester de l'impossibilité, ou alors s'il y a une grève des trains, hein, allons en savoir, hein. Voilà. On sait qu'on est un peu coutumier de temps en temps à certaines périodes, donc voilà. Mais en sachant que bien sûr, ça s'évaluera au cas par cas. Merci. Et une réponse ultra rapide, s'il vous plaît. Si on est déjà au CRR de Strasbourg, est-ce qu'on doit passer l'audition du CRR de Strasbourg? Oui, Alors, non, 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 non. Ceux qui sont en troisième cycle actuellement, non, non, ils ne oui, le repassent pas, hein. C'est-à-dire ouais. que ceux qui sont en fin de cycle 2 auront à passer de toute façon la fin de cycle, hein, pour passer en troisième cycle. Donc ça se fera automatiquement. Mais ceux qui sont en troisième cycle, bien sûr que non, n'auront pas à repasser le concours d'entrée. Ça me semble évident. Par contre, il faut qu'ils postulent sur Parcoursup, ça aussi, hein, c'est très, très important. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on enchaîne assez rapidement maintenant vers avec les licences dédiées aux instrumentistes, aux musiciens, aux chanteurs et à toutes les métiers autour de la musique. Donc, on va commencer par des licences qui ressemblent un peu à ces doubles cursus en fait de danse, hein, puisque ce sont des doubles cursus qui sont des licences d'interprètes. Alors, on en a deux ce soir, celle de Montpellier en partenariat entre le Conservatoire de Montpellier et l'Université de Montpellier, et celle de Rouen dans un deuxième temps, juste après, donc entre le CRR de Rouen et l'Université de Rouen. Donc je laisse la parole tout de suite à Michael Lepadan pour le Conservatoire de Montpellier. Bonjour. Euh, Tout d'abord, est-ce que le micro marche? Oui, ça fonctionne très bien. Bonjour à tous. Je commencerai déjà par excuser Gisèle Clément, qui est ma collègue directrice du département musicologie à l'université Paul Valéry, qui a un empêchement et ne peut pas être là ce soir. Donc, j'essaierai de porter la parole et de donner un maximum d'informations sur cette licence musicien-interprète proposée à Montpellier, sachant que, à défaut de diffuser un PowerPoint ou un document sur le web, il y a, sachez déjà, sur le site du conservatoire et sur le site de l'université Paul Valéry, l'ensemble des éléments sur les maquettes de cours, sur des présentations diverses et variées, sur les modalités d'inscription, etc., de candidature, même si je vais essayer de les évoquer au fur et à mesure de la présentation. Euh, Cette licence musicien-interprète est un des parcours de musicologie possibles lorsqu'on décide de rejoindre une licence. Il y a au total 4 parcours à Montpellier, donc je vais pas évoquer les 4 parcours, mais uniquement le parcours musicien-interprète qui existe depuis longtemps, puisque ça fait à peu près une vingtaine d'années que ce parcours a été mis en place à Montpellier. C'est un parcours qui fonctionne assez bien, qui est en vitesse de croisière, j'ai envie de dire, avec de plus en plus d'étudiants cette année. C'est 24 étudiants qui sont répartis entre la licence 1, licence 2, licence 3 dans ce parcours. Un parcours qui peut d'ailleurs se poursuivre à Montpellier, et je sais que c'est aussi le cas à Versailles. Et à Strasbourg, qui peut se poursuivre sur un master musicien-interprète. Nous avons, nous, 5 ou 6 étudiants, je crois, cette année en master musicien-interprète à l'issue de la licence. Également en guise de préambule, vous dire qu'en dehors de ce partenariat, il y a aussi la possibilité pour des étudiants à Montpellier d'avoir un parcours aménagé avec l'école Polytech, qui est donc une école d'ingénieurs, mais la possibilité pour des artistes, alors on appelait ça artistes de haut niveau, tout comme il y a des parcours de sportifs de haut niveau, la possibilité pour des artistes qui soient musiciens, danseurs ou comédiens, de pouvoir bénéficier d'un aménagement horaire, et on fait en sorte de leur permettre de concilier leurs études d'ingénieur avec un parcours artistique qui est valorisé dans le cadre de ce parcours scientifique. C'est 5 étudiants qui aujourd'hui à Montpellier bénéficient de ce type de parcours. Je reviens sur la licence musicien-interprète à Montpellier, qui s'adresse, j'ai envie de dire, à 2 profils d'élèves. Premier profil, des élèves qui
n'ont pas clos leur parcours d'études, leur cursus de conservatoire et souhaitent entamer un parcours musicologique en parallèle, sans avoir pour idée de rejoindre des conservatoires supérieurs ou des pôles supérieurs dans leur discipline musicale. Ces étudiants visent plutôt un master MEF ou un master de recherche musicologique et il s'agit pour eux d'avoir cet aménagement horaire entre le conservatoire et l'université et la possibilité d'éviter les doublons et de faire en sorte qu'une partie des enseignements prévus dans le cadre de la maquette universitaire soit prise en charge et soit surtout validée par le conservatoire. Globalement, ça représente que quelques étudiants parmi les étudiants de licence, puisque majoritairement, on a plutôt un autre profil d'étudiants. C'est le deuxième cas de figure. Ce sont plutôt des étudiants qui ont validé leur bac. On projette de rejoindre un conservatoire supérieur en France, à l'étranger, ou un pôle supérieur hein, pour préparer un DNSPM ou un DE, mais ne sont pas encore en phase avec ces concours d'entrée. Donc, la possibilité qu'il aura offert dans cette licence musicien-interprète, c'est de pouvoir commencer à mutualiser des années de licence, voire de valider sur les 3 années leur licence, tout en préparant les concours d'entrée. Et là, pour le coup, c'est l'expertise du conservatoire qui entre en jeu sur la capacité de les accompagner en cycle 3, en cycle spécialisé ou en classe préparatoire à l'enseignement supérieur, avec un coaching bien spécifique en fonction de leur discipline et de leur projet d'études. C'est la majorité des élèves qui, à Montpellier, suivent la licence musicien-interprète, sachant que pour nous, le niveau, le prérequis d'entrée pour ce cursus, c'est un début de cycle 3 de pratique. Alors, le cycle 3 que nous, on appelle un cycle 3 d'orientation, c'est-à-dire 2 années de cycle 3 avant pour se mettre en phase hein, avec le concours d'entrée vers le cycle spécialisé. Et c'est seulement une fois que les élèves vont au conservatoire intégrer le cycle spécialisé qu'ils peuvent ensuite candidater vers les classes préparatoires à l'enseignement supérieur qui se font, là c'est le cas de la majorité de ces élèves, qui se fait en parallèle avec la licence. C'est intéressant pour eux de pouvoir valider cette licence et de se dire que lorsqu'ils vont rejoindre un pôle sup, on travaille particulièrement avec 2 pôles sup assez proches de Montpellier, qui sont le pôle supérieur d'Aix-en-Provence ou le pôle supérieur de Toulouse, de ne pas avoir les modules universitaires à suivre et de pouvoir se consacrer à ce moment-là totalement à leur préparation de DNSPM ou de DE. Les volets dans l'enseignement, sans rentrer dans les détails de cette licence, on va dire qu'il y a 4 volets pour valider les 180 CTS sur les 3 années, sur les 6 semestres de cours. Un volet musicologique pur, assuré par l'université, l'histoire, l'esthétique, l'anthropologie du son, méthodologie du travail universitaire. Un deuxième volet plus technique, toujours assuré par l'université, l'écriture, l'analyse, le commentaire d'écoute, l'informatique musicale. Un volet pratique qui, lui, par contre, est intégralement pris en charge par le conservatoire, c'est la pratique musicale, la pratique instrumentale, la formation musicale, le chant choral, les pratiques collectives, la musique de chambre, et un dernier volet où les élèves choisissent 2 options parmi toute une série d'options qui leur sont proposées, des options de langue, de culture générale, d'humanité numérique ou de sport. Et ces options-là sont assurées aussi par l'université. Autrement dit, sur un planning d'un élève en licence, en première année de licence, je vais dire qu'il a à peu près une vingtaine de cours à l'université. Et en fonction de son niveau de parcours au conservatoire, là, c'est personnalisé, ça peut aller, on va dire, de 5 heures à peut-être 10 heures de cours, en fonction aussi des types d'options et du type de parcours qu'il a choisi de suivre. Pourquoi venir étudier à Montpellier plutôt que Strasbourg ou Metz ou je ne sais où, moi j'ai un peu fait le chemin inverse de Léo Soulier, c'est-à-dire que j'ai quitté le nord de la France pour venir m'installer à Montpellier, et ça fonctionne bien aussi dans ce sens-là. Je dois vous l'avouer que l'Occitanie est une région assez sympathique. Montpellier, c'est une ville universitaire, Montpellier. Pas vous cacher que il y a énormément d'étudiants. On dit que c'est un habitant sur 4 qui est étudiant à Montpellier. On est à 70 000 étudiants, je crois, actuellement. Donc un gros pôle universitaire. Elle a été classée première ville étudiante de France par le magazine d'étudiants pour la rentrée 2023. Pas par rapport au fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants, mais par rapport à un
classement qui tient compte de la qualité de vie, du cadre de vie. Alors, c'est pas qu'une ville où on fait la fête, Montpellier, c'est aussi une ville où il y a un climat sympathique, il y a des transports gratuits, c'est économiquement intéressant pour des étudiants. À partir du moment où ils résident sur la métropole de Montpellier, ils ont la gratuité totale de tous les transports en commun sur la ville. Le fait qu'il y a une offre de logement qui est extrêmement conséquente et on va dire un peu moins chère que lorsqu'on se retrouve étudiant à Lyon, Paris ou Marseille. La qualité de l'air, la plage à quelques encablures, enfin, ça fait que les étudiants globalement sont heureux et ravis d'être installés sur Montpellier. Si on revient sur le parcours musicologique et la licence musicien-interprète, l'intérêt c'est qu'il y a là une université qui est en pleine mutation avec des bâtiments neufs, un atrium qui est une bibliothèque qui relie plusieurs universités qui se met en place, une bibliothèque numérique magnifique. Donc il y a une vraie transformation architecturale de cette université, qui est une grosse université. Là je parle de Montpellier 3, hein, où se trouve le campus pour la musicologie qui lui comprend, je ne sais plus combien d'étudiants, on est à 70 000 étudiants je crois, et 22 000 étudiants sur ce site, donc c'est une ville à part entière quasiment, mais une ville où il fait bon vivre, qui est très, je parle de ce campus, qui est très arboré. Enfin, moi, j'y ai été chargé de cours pendant une douzaine d'années et c'est un lieu très agréable. L'intérêt, c'est qu'elle se trouve à un arrêt de tramway de la Cité des Arts, qui est le bâtiment qui accueille le conservatoire. Cité des Arts qui a été inaugurée il y a 3 ans, qui est un conservatoire magnifique de 10 000 mètres carrés, très moderne et totalement adapté aux réalités de l'enseignement d'aujourd'hui. On accueille une bonne partie des enseignements de l'université dans le cadre de cette licence et du master au conservatoire. Donc les étudiants sont vraiment partagés entre des cours à l'université, des cours au conservatoire, et ils bénéficient d'une offre culturelle qui est assez pertinente. Déjà, il y a l'offre culturelle sur le territoire avec énormément de festivals, que ce soit pour la danse, le théâtre et la musique. Et nous-mêmes, au sein du conseil, il y a un théâtre au sein de l'université, le théâtre de la Vignette, qui a une programmation assez pertinente. Et puis nous, au conservatoire, plus de 300 manifestations dans l'année et des modules transversaux qui favorisent, on va dire, l'ouverture d'esprit et une approche la plus large possible et de manière à ce que les étudiants puissent s'épanouir dans leur parcours d'études. Voilà ce que je peux vous dire pour vous présenter globalement cette licence. Il y a des portes ouvertes. Si vous souhaitez descendre à Montpellier, il y a une porte ouverte au conservatoire le 4 mai, le samedi 4 mai. Donc c'est une journée où il y a énormément de diffusion, mais je serai présent. Tout le service scolarité de la Cité des Arts du Conservatoire sera présent dans le hall pour renseigner les personnes qui le souhaitent. Et il y a une porte ouverte à l'université très prochainement, puisque c'est le mercredi 28 février que l'université Paul Valéry, Montpellier 3, ouvre ses portes à tous les jeunes lycéens qui souhaitent venir visiter l'établissement. Concernant les modalités d'intégration, je le disais tout à l'heure que effectivement on passe, c'est comme pour Strasbourg, on passe par un test d'entrée, un test instrumental. Ce test est prévu le 30 mai, si je ne me trompe pas, c'est un jeudi. Mais la première étape, c'est de se préinscrire via une plateforme en ligne. Alors, il ne s'agit pas de s'inscrire via, ça c'est à la demande de l'université, ça n'est pas par Parcoursup que les étudiants se candidatent, puisqu'on est sur une offre qui passe par un concours d'entrée. Cela dit, je fais une petite parenthèse, je conseille aux familles malgré tout de faire une inscription via Parcoursup, peut-être sur un parcours, s'ils souhaitent vraiment venir en musicologie à Montpellier, sur un parcours de musicologie pure, et en parallèle de s'inscrire via la plateforme du conservatoire, puisqu'il nous a été, on a été une délégation de l'université pour assurer les prises d'inscription des élèves qui souhaitent rejoindre ce type de parcours. Donc ça se passe sur le site du conservatoire, c'est une plateforme en ligne avec quelques champs à remplir, tout est numérique, et à la suite de quoi les candidats recevront une convocation pour venir se présenter à Montpellier en fonction de leur discipline instrumentale le 30 mai. Il y a la possibilité pour des étudiants résidant à l'étranger de candidater et de nous envoyer une vidéo, et on organise une visio pour évaluer leur motivation par rapport à l'intégration de ce parcours.
Il n'y a pas d'œuvre imposée. Ils viennent avec 20 minutes de programme et les collègues de l'université et nous, les professeurs du conservatoire, on est présents pour accueillir et orienter ces élèves. Pour la L1, c'est donc cette plateforme. Il est par contre demandé pour les élèves qui veulent intégrer une licence 2 ou une licence 3 de faire en parallèle, c'est-à-dire en plus de cette démarche de plateforme sur le site du conservatoire, de s'inscrire sur e-candidat via le site de l'université Paul Valéry. Je crois que je vous ai à peu près tout dit en un temps compressé. Merci beaucoup. Et sans transition, on va passer à Rouen. Autre climat, toujours au bord de la mer. Pas loin de la mer, disons. Pas au bord, mais pas loin. Oui. Bonsoir. Bonsoir Johan, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Donc je commence à parler, puis je te donne la parole Clément. Oui. Donc le parcours interprète, alors c'est pas une licence interprète, c'est un parcours dans une licence de musicologie, donc département de musicologie de Rouen où je suis enseignant-chercheur. Et on a trois parcours, un parcours général, sans sélection, un parcours métier du son pour former au métier de l'ingénierie du son, et un parcours interprète. Ces parcours ont été, parcours métier du son, parcours interprète existe depuis 2008. C'est un parcours le parcours interprète est en partenariat, une convention de partenariat, donc pas seulement avec le conservatoire à rayonnement régional de Rouen, mais également avec le CRR de Caen et avec aussi le CRD de Grand Couronne, donc c'est en banlieue rouennaise. C'est un conservatoire qui est entré dans le partenariat puisqu'en fait il forme beaucoup, enfin il forme aux musiques actuelles, voilà, plus particulièrement. Et également dans ce partenariat, il y a le CFEDEM de Normandie. Voilà, donc c'est un partenariat qui rayonne sur toute la région Normandie. Euh, D'un point de vue, alors pour les conservatoires, la licence interprète, enfin les conservatoires partenaires, tu me diras si je me trompe, hein. Clément, je crois que c'est considéré comme le parcours de poursuite d'études hein, pour les étudiants, pas tous, mais qui sortent avec un DEM. Pour l'inscription, il y a une inscription qui est prévue en deux temps. Bon, déjà, les prérequis, évidemment, il faut avoir les titulaires du bac et du DEM. Après quoi, il y a une préinscription au printemps, donc Clément, tu préciseras, et puis une audition et un entretien, donc fin juin. Voilà. C'est une audition, enfin, une inscription qui est ouverte aux étudiants, enfin, aux élèves extérieurs, hein, c'est pas seulement les Rouennais ou les Canet. Euh, Clément en parlera également. La licence interprète possède deux branches, en fait, hein. Il y a une branche qui c'est sur 3 ans, donc sur l'interprétation, et puis une deuxième, en fait, qui commence en première année, et en deuxième année, les étudiants basculent au CFEDEM. Donc ça, c'est pour préparer plutôt les métiers de l'enseignement instrumental. Euh, les enseignements sont répartis ainsi dans la maquette. 75% en gros sont des enseignements pris en charge par les conservatoires, donc plutôt des enseignements artistiques, et 25% sont des cours mutualisés avec les autres parcours, donc des cours de musicologie. Pour en savoir plus hein, sur cette maquette, je ne vais pas vous faire le détail. Tout se trouve sur la page du département de musicologie. En fait, dans Google, vous tapez Musico Rouen. Et ensuite, vous cliquez sur le premier lien qui concerne, enfin, qui est la page du département de musicologie. Ensuite, sur la marge de droite, vous verrez tout en bas, il y a des mémentos et il y a le mémento de la licence. Et donc, tout est détaillé en termes d'offres de formation. Enfin, avant de donner la parole à Clément, je vous donne deux dates hein, pour les journées portes ouvertes. La première, c'est à l'Université de Rouen le 27 janvier. Donc là, c'est pour l'Université de Rouen et au Conservatoire de Rouen, je crois, le 17 février. Voilà. Et je donne la parole à Clément Landais, donc maintenant directeur adjoint. On dit comme ça, Clément? Directeur adjoint du Bonsoir, Conservatoire. c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Oui. Bonsoir, je vais juste revenir sur un peu la raison d'être de la licence. La réflexion, elle part en 2007. Il s'agissait de, comme tu disais très bien, Johan, de ne pas proposer une nouvelle licence, mais un nouveau parcours de licence, et surtout de proposer un parcours à temps complet. C'est, on va dire, sur un modèle de d'autres licences interprètes.
C'était aussi pour proposer une continuité de parcours suite à la construction en fait d'une idée de pôle supérieur qui a failli voir le jour en Normandie et qui n'a pas été validée par la région. Donc il fallait aussi qu'on garde notre attractivité. Donc tout ce qui avait été mis en place en fait autour de la construction de ce pôle sup s'est un peu retrouvé condensé dans cette licence. Donc c'est une licence qui a une valeur la même qu'un autre pôle sup. Évidemment, nous ne sommes pas la CNSM de Paris. Mais on a des très bons enseignants. Donc, je disais un temps complet pour s'inscrire dans une démarche d'enseignement supérieur, voilà, et pourquoi pas aussi pour certains de nos étudiants, c'est aussi un passage pour une poursuite après dans d'autres formations d'autres écoles. On a de nombreux exemples d'étudiants qui soit ont validé la licence, puis sont ensuite rentrés dans un autre pôle supérieur, soit sont restés 1 an ou 2 avant de pouvoir rentrer dans un pôle supérieur, peut-être qui lui délivre un DNSPM, ce qui n'est pas notre cas. Évidemment, il y a des équivalences pour les entrées dans d'autres pôles sup, comme je viens de le dire. Il y a aussi une possibilité de poursuite en master pour ce qui est de la composition. Des équivalences pour rentrer aux formations diplômantes au CA. Voilà, je passe sur tout ce qui peut être dans la façon dont ces 3 ans de licence peuvent être un pont. Je reviens juste vite fait, Johan, sur ce que tu as dit par rapport au circuit vers le DE avec le CFDM de Normandie. Maintenant que la formation au DE se fait en 3 ans, en fait, tous les étudiants qui rentrent en formation pour les DE, tous les candidats qui sont acceptés pour rentrer en formation pour le DE, font une première année de licence interprète. Donc, en fait, cette année de licence interprète fait partie des 3 ans de formation pour les DE du CFDM de Normandie, avec un avantage pour eux, c'est que quand ils se présentent à ce concours, c'est un concours évidemment du coup commun. Donc, en fait, ils sont acceptés soit en L1 interprète pour aller une poursuite en DE, soit en L1 interprète pour aller vers la licence interprète, soit dans les deux. Ce qui fait qu'en fait, quelques-uns de ces étudiants-là sont acceptés dans les deux, sont partis au départ pour aller vers le DE uniquement et finalement s'épanouissent dans ce parcours, se rendent compte qu'en fait, ça leur donne des acquis artistiques, professionnels, d'environnement, etc. Enfin, plein d'autres enrichissements qui leur permettent d'aller finalement valider leur licence jusqu'au bout. Puis, une fois qu'ils ont validé la licence, rentrent directement en année 2 du DE. Voilà, ça c'était pour les bascules entre le CFDM Normandie grâce au partenariat et la licence. Voilà, ça s'articule entre les deux. Pour les contenus, je vais essayer de faire court, mais c'est important qu'on en parle. Il n'y a rien de révolutionnaire par rapport à d'autres maquettes de licence par rapport au pôle supérieur. Hein. Pour les contenus CRR, peut-être, Yoann, je te laisserai revenir sur la culture et la langue et culture pratique numérique aussi qui est à l'université. Les contenus du conservatoire, en première année, c'est 2/3 à peu près de contenu conservatoire. Alors, contenu conservatoire, c'est quoi? Je vous fais la liste. Il y a la pratique dominante, pratique instrumentale, la pratique d'ensemble qui correspond à la musique de chambre ou autre, suivant si on est, par exemple, suivant les époques, parce que comme on disait, peut y avoir, cette année, on a un batteur de jazz, par exemple. L'année dernière, on avait un guitariste musique actuelle. Donc voilà, c'est ce genre de parcours qui commence à s'ouvrir grâce au partenariat qu'on a sur le territoire. Et petit et grand couronne en partie, qui permet d'ouvrir à d'autres esthétiques que les instruments de l'orchestre. On a un atelier aussi hebdomadaire de préparation à la scène, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un cours de théâtre toute l'année sur les 3 ans. Un cours de théâtre spécifique pour les licences interprètes. Ensuite, on a les pratiques collectives avec les orchestres. On a une discipline associée qui correspond... je vais vous donner un exemple très simple. Je fais de la guitare, ma discipline associée, c'est le luth. Je fais du trombone, ma discipline associée, c'est le sac-boot. Ou juste, je suis violoniste et ma discipline associée, c'est le chant, parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir développer mes expressions. Il y a écriture, piano complémentaire, déchiffrage pour tout le monde. Pour ceux qui seraient déjà pianistes, ils évoquent l'accompagnement, les basses continues, etc. Et ensuite, on a 2 autres UE pour la première année. C'est l'environnement professionnel et l'ouverture au langage artistique. Donc là, peut-être que je pourrais essayer de le mettre en ligne directement. Ce sont des actions, en fait, qui sont répertoriées sur tout le territoire sur un principe d'ouverture. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des musiciens et on évite de leur proposer des récitals de piano ou l'intégrale des suites de Bach s'ils sont violoncellistes.
On va plutôt les provoquer pour aller vers d'autres choses. Donc moi, je les encourage beaucoup, enfin je les encourage, on les oblige même des fois, à aller voir des spectacles de danse, des spectacles aussi transversaux, parce que c'est ce qu'ils vont rencontrer aussi dans leur parcours de futurs professionnels. J'ai là, par exemple, sur le dernier semestre, un bal médiéval, un mariage forcé de Lully Molière avec toute la scéno, toutes les danses, etc. Une exposition sur la danse contemporaine avec une visite particulière de la personne qui a construit cette exposition avec le Centre national de la danse, une rencontre avec un graphiste. Voilà, on essaye au maximum de les ouvrir vers d'autres choses. Ça, c'est L1, L2, L3. Je vous ai expliqué les quelques disciplines qu'il y avait en L1. S'ajoute en L2 analyse et ou composition. Donc, c'est ça qui permet peut-être de faire le lien vers le master après composition. Et en troisième année, en L3, on a toujours analyse et composition qui s'ajoutent, plus une conduite de projet sur le premier semestre et un stage avec un rapport de stage sur le dernier semestre. Que vous dire de plus? Juste pour les étudiants, peut-être pour qu'ils se fassent une idée, j'ai fait un rapide calcul. En L1, les 2 tiers des enseignements sont des enseignements artistiques au conservatoire. En L2, on arrive aux 3 quarts qui sont des enseignements conservatoires et donc un quart université. Et en L3, on arrive au 4/5e. Donc, 4/5e conservatoire, 1/5e université. Voilà, ça représente en L1 un peu plus de 300 heures. Donc à peu près un petit peu moins de 200 pour les pratiques instrumentales et artistiques. En L2, on est sur 360 heures et en L3, on est à peu près sur le même genre de taille d'enseignement. Johan, je ne sais pas si j'oublie des choses, peut-être que tu peux m'aider. Non, c'est à peu près ça, ouais. Il y a justement, oui, peut-être un oubli, c'est important, c'est depuis la mise en place de la nouvelle offre de formation l'année dernière, il y a obligation de valider un stage en troisième année. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que ça fait. Ouais. Tu l'as dit, non? Je viens de le dire. Ah, mais Je ne sais pas si ça a été ouais. bien précisé, mais comme j'ai entendu que pour Montpellier, T'es en train de lire les on n'était commentaires. pas tout à fait sur la même offre, là, il faut vraiment, pour candidater, il faut déjà avoir son DEM ou son futur diplôme national pour pouvoir candidater sur cette licence. Ou sous réserve, hein, parce que j'étais en train de commenter les questions. Sous réserve, c'est-à-dire qu'on peut se formuler un vœu sur Parcoursup en disant je veux faire ça. Quand, par exemple, on est en train de passer le bac et on est en train de terminer son DEM. Et puis après, on se préinscrit et puis bah, après, on passe l'audition en juin sous réserve d'obtention du bac et du DEM, bien entendu. Bien sûr, on peut s'inscrire, oui, on peut candidater avant, Oui. mais il n'y aura pas de candidat retenu s'il n'y a pas de DEM ou de diplôme national. Voilà. Et donc les stages, c'est plutôt intéressant parce qu'on a eu la première année l'année dernière avec des jeunes interprètes qui ont fait des stages à l'orchestre des jeunes ou des choses comme ça. Enfin, c'est des stages plutôt intéressants. Une étudiante qui avait fait un stage de lutherie dans l'orgue, de facture d'orgue. Ouais. Voilà, c'était une pianiste qui avait fait ce genre de stage très intéressant. Mm. Voilà. Et on a la chance d'avoir sur le territoire aussi, bah, peut-être comme beaucoup d'autres, hein, mais en tout cas, le conservatoire a des partenariats très très forts et de longue date avec l'opéra, donc qui n'a pas de ballet, mais qui a un orchestre. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui participent à cet orchestre, Ouais. qui sont en rapport pour tous les masterclass. C'est pas du tout exceptionnel, hein, c'est tout au long de l'année. Les rapports entre nous sont fructueux. On a voilà, une grosse scène nationale. Il y a un gros travail de partenariat avec toute la diffusion sur le territoire et aussi donc avec l'enseignement supérieur plutôt destiné à l'enseignement comme le CFEDEM par exemple. Merci. Je vais juste, voilà, je vais couper là, peut-être pour passer la parole rapidement à la Sorbonne, parce que certes, voilà, donc une licence de musicologie qui ne fait que de la musique, qui est que à l'université, avec des partenariats avec d'autres institutions, mais qui est quand même une licence, voilà, pour de musicologie et de Paris pour le coup. Et je laisse la parole donc à Muriel. Et on prendra toutes les questions à la fin. Celles à laquelle on n'a pas encore répondu, parce que...
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais vous proposer un PowerPoint et puis donc je me présente juste d'abord. Je suis donc Muriel Boulan, je suis maître de conférence et je suis co-responsable de la licence depuis ce septembre avec une collègue qui s'appelle Céline Drez et qui n'a pas pu être disponible ce soir. Alors, voici. Pardon. Je voudrais sortir du mode plein écran. Tant pis. Voici donc la présentation de notre UFR. Tout d'abord pour vous dire que l'UFR de musique et musicologie de la Sorbonne est donc une UFR, c'est-à-dire une unité de formation et de recherche. On forme en premier cycle et on forme aussi à la recherche, et ce n'est pas un département comme dans d'autres UFR de France pour la musicologie. C'est la seule UFR consacrée entièrement à la musique en France. On y délivre à la fois une licence en 3 ans, on y délivre plusieurs types de masters liés à la musicologie en 2 ans, et nous délivrons aussi le doctorat comme poursuite d'études des masters, une possibilité de poursuite parmi d'autres. Je vous propose, puisque je suis là, vous le récupérez après avec la vidéo. Vous avez un petit QR code qui vous amène sur la page de licence de l'UFR de musicologie. Si vous faites des captures d'écran, ça devrait fonctionner. Il y en a quelques-uns ensuite, d'autres. Voici l'offre de formation que nous vous proposons en licence à la Sorbonne. Donc, il est question que je vous parle plutôt des 2 premiers parcours généraux, mais tout en vous présentant éventuellement ceux qui restent d'autres. Je crois qu'il y a d'autres présentations qui seront faites pour notamment ce qui est lié à la science et à la musicologie. Nous avons donc 2 parcours généraux, le parcours qui s'intitule parcours musicologie et son équivalent totalement à distance, qui là aussi est une formation unique en France et qui peut probablement intéresser de nombreux musiciens de haut niveau parmi vous tous. Nous présentons également 2 parcours d'interprètes de haut niveau qui sont des parcours d'interprètes en partenariat avec, pour l'un, le pôle supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, donc au niveau supérieur des formations précédentes qui étaient en partenariat avec les conservatoires jusqu'au niveau DEM, et ainsi que le partenariat avec le CNSM qui délivre donc les DNSPN côté CNSM de Paris. Et nous avons donc 2 autres doubles licences qui sont une licence avec des sciences côté faculté des sciences de la Sorbonne et une double licence qui peut intéresser aussi côté musique musicale entre italien et musicologie. Des passerelles sont possibles pour des étudiants qui commenceraient en musicologie, qui termineraient ensuite au pôle supérieur, qui commencent en sciences et musicologie, qui finissent en musicologie, qui commencent en musicologie, qui finissent en parcours à distance ou inversement. Tout est possible, ou presque. Voici notre site à Clignancourt, qui est un site relativement récent, qui est tout à fait adapté à la musique, avec un étage entièrement dédié à la musique, où vous y trouvez tout le confort nécessaire pour suivre des formations en musique, et pour vous entraîner aussi avec des studios de travail. Nous bénéficions d'un studio d'enregistrement qui peut être sous condition à disposition d'étudiants. Une grosse bibliothèque, vous pouvez y travailler sur place avec tout le confort nécessaire dans une grande bibliothèque, des nombreux postes informatiques, des imprimantes à disposition, et non négligeable, un complexe sportif tout à fait développé qui contient notamment un mur d'escalade, une salle de danse, une salle de musculation, etc. Et on en trouve d'autres sur d'autres sites. Et pour ceux qui se posent la question, nous disposons d'une cafétéria à l'intérieur et d'un restaurant, un grand restaurant Crous, juste à 50 mètres de l'université. Et vous pouvez bénéficier de tas de projets culturels et autres choses possibles avec le service culturel plus large de la Sorbonne dans son intégralité. Qu'est-ce que la musicologie? On n'en a pas trop parlé jusque-là, mais qui peut donc intéresser vous plus que d'autres, en tout cas qui peuvent vous intéresser aussi, surtout en tant que musicien instrumentiste. Alors la musicologie n'est pas, par rapport à d'autres formations qui vous ont été proposées avant, le lieu d'une pratique musicale intense.
Mais la pratique musicale est intégrée à la formation. Vous y trouverez de la pratique du clavier, de l'expression vocale, de la pratique collective, de nombreux ensembles tels que ceux qui sont énumérés ici, du chœur, de l'orchestre, etc. Vous les voyez. Vous pourrez les revoir après, du jazz, musique traditionnelle, un ensemble baroque, un ensemble de musique médiévale, et vous pouvez aussi y trouver un ensemble de théâtre antique que vous pouvez aller pratiquer en Sorbonne. La musicologie, c'est quoi, demandez-vous? Peut-être vous demandez-vous quand vous êtes instrumentiste, c'est un petit peu loin. C'est donc entendre et comprendre ce qu'on joue, notamment, et ce qu'on écoute. Connaître les contextes historiques et socioculturels de la composition et de la création des œuvres, alors celles que vous jouez, mais celles que vous écoutez plus largement. C'est connaître l'histoire de la théorie, des instruments, de l'orchestration, de l'interprétation, et les grands principes des phénomènes acoustiques, et j'en passe, évidemment. C'est pour vous attirer, pour voir à quoi ça sert. C'est un complément extrêmement bénéfique aux études musicales. Ça vous permet, en général, de mieux comprendre ce que vous jouez et ce que vous écoutez à côté, à la fois quand vous êtes instrumentiste, chanteur, accompagnateur, pour la composition, pour la direction d'orchestre, c'est un complément extrêmement bénéfique. À quoi préparent nos licences? Elles préparent en gros à tout ce que vous pouvez. Alors je ne vais pas citer évidemment les métiers liés à la pratique intensive de l'instrument, puisque ça vous les connaissez a priori. On prépare, nous, plus spécifiquement au métier de l'enseignement au sens large, professeur des écoles, avec le diplôme qui s'appelle le DUMI, musicien intervenant en fait en milieu scolaire. On prépare au CAPES, à l'agrégation, les métiers de la recherche, de la documentation, la création et le spectacle vivant. Je vous montrerai quel juste master on peut avoir après qui sont en relation plus particulièrement avec ces domaines-là. Des métiers dans la médiation, dans la culture et la communication, dans l'édition musicale, dans l'administration et la gestion de la musique. Vous pouvez trouver plein de métiers qui vous sont ouverts après une licence de musicologie. Et puis, plus spécifique, en double cursus sciences et musicologie, des métiers plus scientifiques, ou en tout cas des études qui vont vers des masters scientifiques et des écoles de formation au métier du son, et de l'acoustique musicale, et de musique de film aussi, éventuellement, création de musique de film, et ingénieur du son en particulier. Pour vous allécher, quelques masters que nous proposons. Un master plus spécifiquement type recherche en musique, avec de nombreuses spécialités, des masters des métiers de l'enseignement, donc préparation au CAPES à l'agrégation, un master administration et gestion de la musique qui va vous mener éventuellement à tous les métiers du spectacle vivant et de l'accompagnement du spectacle vivant, un master médiation de la musique aussi, qui est tout ce qui est animation, présentation de concerts et d'activités en relation à la musique, et souvent aussi avec les jeunes. Il y a un master option direction de chœur, un master interprétation des musiques anciennes, si parmi vous il y en a qui sont dans des hauts niveaux de pratique musicale des musiques anciennes. Et puis, un master particulièrement qui fonctionne en ce moment, c'est le franco-italien, un double master avec des spécialités à l'étranger. Et puis, vous regarderez plus tard, éventuellement, vous pouvez aller faire plusieurs types de doctorats chez nous, en musicologie, en recherche et pratique, si jamais vous intégrez le CNSM. Et puis, en composition aussi, on vous propose un doctorat spécifique. Quelles sont nos spécificités en licence, ou autrement dit, nos forces dans cette licence de musicologie de la Sorbonne? Pourquoi venir chez nous? Nous vous proposons une offre diversifiée, et c'est en fait l'un de nos gros atouts, une offre diversifiée qui ouvre à tous les débouchés de la licence. Pourquoi cette offre est diversifiée? Parce que c'est une grosse UFR dans laquelle nous avons de nombreux enseignants et enseignants-chercheurs. On y compte plus de 30 titulaires qui sont tous, ou alors mis bout à bout, spécialistes des différents domaines et des orientations de la musicologie, tous spécialistes de différentes époques de l'histoire de la musique et de différents types d'approches de la musicologie. On y propose des approches théoriques et pratiques reliées par différentes périodes, à la fois... alors, l'idée, c'est de vous dire que on avance dans le cursus de licence en progressant avec tout un ensemble de cours qui sont reliés par une même période historique, à la fois l'analyse, l'histoire, l'écriture et la formation musicale, afin que les étudiantes et étudiants comprennent que tous les phénomènes musicaux et toutes les approches sont liés par des questions de langage qui évoluent tout au long de la chronologie de l'histoire de la musique. Nous abordons tout type de musique,
Musique savante, évidemment, mais pas que. Musique de tradition orale aussi, et musiques enregistrées, jazz, pop, rock, chansons, musique traditionnelle, musiques improvisées. Et l'une de nos spécificités particulièrement mises en avant dans l'offre de formation actuelle depuis 4-5 ans, c'est que nous y proposons un très large choix d'options au sein de notre UFR, mutualisé entre les étudiants de L1 au L3, dans divers domaines que je vais vous proposer dans la diapo suivante. Tout ceci pour une maquette qui vous propose à peu près entre 20h et 22-23h de cours hebdomadaires. Et quelques exemptions sont possibles de certains cours si vous êtes au niveau, notamment grâce à votre pratique en conservatoire. C'est valable essentiellement pour l'écriture, pour la formation musicale et pour la pratique du clavier. Voici une petite liste pas exhaustive du tout de ce que nous proposons comme type d'options qui pourraient vous attirer, et en allant chercher des choses plus originales que d'autres peut-être. Vous pouvez travailler sur de l'histoire et de l'analyse de l'orchestration, sur musique et art, sur des collègues qui sont spécifiques de la musique au cinéma, des collègues spécifiques de techniques de studio, d'écoute critique, de prise de son, et d'autres collègues spécifiquement spécialistes de sociologie de la musique, gestion de la musique, médiation de la musique et direction de chœur, comme je le disais tout à l'heure. Et ce que vous attendez tous, pour terminer la présentation, comment entre-t-on en musicologie à la Sorbonne? Essentiellement en vous présentant à Parcoursup et en passant notre test d'entrée qui est obligatoire, puisque nous sommes une formation sélective. Nous proposons donc un test d'entrée. Alors j'ai résumé sur cette diapo toutes les procédures d'admission en fonction des différents parcours. Ils sont donc tous liés à minima au fait que vous devez tous passer le test d'entrée en musicologie, qui s'ajoute au concours d'entrée au pôle sup pour les 2 parcours d'interprète de haut niveau, ou le CNSM, et qui s'ajoute aux entretiens en double licence de musicologie, sciences et musicologie, pardon. Et ce test d'entrée est le même pour tout le monde, et il est proposé aussi pour la formation à distance, ou intitulé EAD, enseignement à distance. En quoi consiste ce test? Il est donc sous forme visioconférence en ce moment depuis le Covid, en fait depuis l'année qui a suivi le Covid. Il est pour l'instant proposé sous format sous un QCM amélioré, en fait, un peu exploité de manière assez large, qui aura lieu par petites sessions entre le 2 et le 4 mai 2024. En fait, il est fait sous surveillance Zoom, et chacun a un accès à un questionnaire qu'il fait sur son ordinateur. Les convocations seront envoyées par mail en avril 2024 par le secrétariat de l'UFR de musicologie. La formation est limitée à 230 places, ce qui laisse en fait en réalité beaucoup de places. Le test est pas très sélectif, soyons honnêtes. Il y a largement de la place pour tout le monde, et particulièrement si vous êtes en face ici et que vous avez déjà un bon niveau de musique, il n'y a aucune raison pour que vous ratiez ce test d'entrée, qui est fait pour que les étudiants qui y rentrent ne soient pas noyés, ne soient pas débutants en musicologie. C'est pas pour ne prendre que les meilleurs, c'est pour prendre les 230 qui vont suivre. Pour préciser, parce que c'est une question qui revient souvent, il n'y a rien de spécifique qui vous est demandé en termes d'options de terminale ou de première. Ce qu'on vous demande, c'est, comme partout, d'avoir des résultats qui sont satisfaisants et d'avoir montré un parcours dans lequel vous êtes assidu et visiblement intéressé. Plus donc de la pratique à côté dans les champs que vous pouvez remplir dans Parcoursup, montrer que vous avez une pratique musicale, et vous remplissez les champs à cet effet. Et voici, pour terminer, les types de questions que vous pouvez voir apparaître dans le test. Et donc, ceux qui ont besoin éventuellement de réviser ou qui veulent se rassurer, il y a un test d'auto-évaluation qui est disponible sur le site de l'UFR. Je vais vous montrer 2 QR codes par lesquels vous pourrez y accéder ensuite. Et là, c'est tous les types de petites questions sous forme en fait de QCM ou de champs dans lesquels il faudrait remplir des choses. Vous avez tout ce qui est lié à de la culture musicale, à de la formation auditive, et à de l'expression écrite, et à de la réactivité face à une partition, donc des choses aussi simples normalement pour la plupart d'entre vous qui êtes là a priori, que de repérer des cadences,
et puis des choses un petit peu plus complexes, éventuellement de pouvoir chiffrer un accord, et puis ensuite de pouvoir situer des extraits audio dans la chronologie musicale générale, avec des petites choses qui sont variées, et pas seulement sur les musiques savantes. On va aller chercher aussi des exemples qui ont trait au jazz, aux musiques traditionnelles et aux musiques populaires actuelles, éventuellement pour que des étudiants qui n'ont pas la formation savante puissent aussi montrer qu'ils ont leur place dans ces formations en musicologie. Et éventuellement, on peut demander de relever une grille qui pose 0 problème pour quelqu'un qui n'a pas la formation savante, et ceux qui auront une formation savante se rattraperont sur d'autres types de questions, ça ne pose en général pas de problème. Voici pour terminer la dernière diapositive, dans laquelle vous allez trouver à gauche un QR code sur nos journées portes ouvertes qui sont très prochaines, samedi 3 février, et puis un QR code en bas à droite qui vous donne accès à différents types d'informations qui sont les informations actuelles sur les cours, sur les informations aussi sur l'admission prochaine, et vous pouvez y voir des emplois du temps type, les maquettes de cours, et qui peuvent donc vous aiguiller sur tout ce que nous vous proposons. Et vous avez en haut à droite le rappel du QR code de la page de l'UFR. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai des diapos en réserve si jamais sur les parcours spécifiques. Merci beaucoup. Mais c'était, je pense, déjà très complet. Alors, une petite question par rapport au test, hein, parce que l'année dernière et chaque année, certains jeunes ont l'impression de ne pas avoir été admis en fait sur Parcoursup parce qu'ils n'ont jamais reçu la convocation pour le test. Alors, il y a une erreur quelque part parce que tout le monde est convoqué. Enfin, tous ceux qui ont validé leurs vœux en musicologie sont convoqués. Si ça n'est pas le cas, il est nécessaire de nous joindre le plus rapidement possible. Donc, c'est bien il y a ça. un problème. Donc, Il n'y a pas de présélection. Donc, tous les candidats qui ont validé leurs vœux en musicologie chez nous sont convoqués. Si ce n'est pas le cas, il faut aller voir dans les spams. C'est ça. Sinon, il faut joindre l'UFR, me joindre moi et ma collègue ou le secrétariat. Donc, s'ils n'ont rien reçu, on va dire avant fin avril. S'ils n'ont rien reçu une semaine avant le test. C'est ça. Enfin, c'est même 10 jours, je pense qu'on avait prévu d'envoyer les convocations. D'accord. Il faut se signaler. Il n'y a vraiment pas de présélection. La présélection, elle est valable que sur le parcours sciences et musicologie. Qui a été présenté lundi. Mais là, on est sur des sélections extrêmement plutôt drastiques, là, on va dire. D'accord. Et du coup, donc vous avez déjà répondu par avance à un certain nombre de questions. Donc on a eu les éléments, je pense, tout au long de votre présentation. C'était assez complet. S'il y a des questions à poser, posez-les vite, s'il vous plaît, dans le fil Q&R. S'il y a d'autres questions. Ah ben voilà. Aucun minimum théorique n'est requis. Le premier semestre est une sorte de remise à niveau. Alors non, puisqu'il y a un test de musicologie, il y a un prérequis minimal quand même de niveau musical, puisque sinon il n'y aurait pas de test. Donc il y a un test. Après, le premier semestre n'est pas vraiment une remise à niveau au sens partir de zéro, mais nous proposons quand même un groupe éventuellement de remise à niveau en formation auditive et en écriture. Et le premier semestre est un semestre qui est un petit peu plus léger que les autres. On l'a pensé aussi pour que les étudiants ne soient pas noyés en rentrant. C'est un semestre qui est dédié en particulier aux musiques populaires actuelles pour avoir quelque chose d'un peu attrayant aussi pour l'ensemble et qui attire ceux qui n'ont pas les formations classiques. Et puis c'est un semestre qui, côté musique savante, est dédié aux révisions générales avec un panorama général en histoire de la musique avant de rentrer dans les détails de chaque période au semestre suivant. Mais on part pas de zéro non plus, puisqu'il y a un test qui est censé montrer qu'on ne débute pas en pratique de la musique et en compréhension du phénomène musical. Merci. Alors peut-être aussi par rapport à, donc on a 20 heures, là on a vu 2 autres licences où finalement il y avait un partage du temps de formation entre le conservatoire, donc les temps de pratique, on va dire, et le temps et les formations plus théoriques. Et là, on a 20 heures au niveau théorique et pratique, puisqu'il y a de la pratique à l'université. Est-ce que c'est
compatible avec un cursus de type CPES, donc cursus préparant à l'enseignement supérieur en musique? Est-ce que c'est possible de mener en parallèle, ou est-ce que il y a des solutions, et est-ce que sinon vous proposez pour des jeunes éventuellement une césure pour ceux qui souhaitent terminer un CPES, passer une entrée dans l'enseignement supérieur et puis en musicologie? Comment ça se passe? La question effectivement revient tous les ans, est importante. Côté année de césure, elle est de droit en fait, a priori pour n'importe qui propose dès l'entrée en fait en licence, un projet cohérent de formation qui est censé être autre chose que donc de la musicologie pure. Donc quelqu'un peut être en année de césure quoi qu'il arrive. La réponse, elle est très différente en fonction de chacune et chacun, et en fonction aussi des lieux des conservatoires. Parce qu'en effet, 20 heures, c'est très lourd, et les étudiantes et les étudiants le disent qu'ils ont, pour certains, peu le temps de travailler. Alors, ça dépend aussi de la manière dont chacun peut organiser son travail musicologique, la manière dont chacun est plus ou moins efficace aussi. Il y a plusieurs solutions. Alors déjà, on essaye d'arranger au mieux les emplois du temps. Quand des étudiants viennent nous dire que ça déborde avec le conservatoire, que c'est compliqué, on essaye au mieux pour les étudiants de niveau à partir du... on peut pas le faire pour tout le monde, donc à partir du DEM en fait, d'essayer de trouver des emplois du temps les plus compatibles possibles pour que les étudiants n'aient pas à revenir pour 1 heure de cours ou ne soient pas obligés de sécher des cours parce qu'il y a le conservatoire à côté. C'est une première chose. C'est aussi lié au fait que nous mettons en place des aménagements pour les artistes dits de haut niveau, qui sont normalement des artistes vraiment de très très haut niveau confirmé, donc ça se correspondrait plutôt au niveau post-DEM, mais on prend en compte vraiment ceux qui sont dans le DEM aussi dans cette chose-là. On a des aménagements qui conviennent à certains et certaines, qui est de proposer un étalement d'études, donc de laisser les meilleures conditions possibles pour suivre chaque niveau, parce que certains aussi pâtissent de la compensation. Donc en fait, des étudiants sont inscrits parfois et ne peuvent pas tout suivre. Et comme il y a de la compensation, ils valident leur année avec des zéros parce qu'ils n'étaient pas là. Donc on offre la possibilité à des étudiants avec l'étalement d'études, qui normalement est proposé dans d'autres universités aussi, de faire son année en 2 ans, le temps de pouvoir finir son DEM, présenter les concours du CNSM et autres, et le faire dans de bonnes conditions en 2 ans, avec une petite année qui est donc à 10 heures par an. C'est pas une sanction de faire son année en 2 ans, au contraire, c'est la faire dans de bonnes conditions, donc on a ça. Et puis sinon, la vraie solution qui fonctionne extrêmement bien, mais qui demande à ce que les étudiants soient très très accrochés, c'est le parcours à distance que nous proposons, qui est effectivement un parcours qui convient à de très nombreux étudiantes et étudiants de haut niveau, parce que ça permet de s'organiser comme on le souhaite dans la semaine. C'est aussi une alternative à la présence, qui est souvent sollicitée, et souvent des étudiants, on va pas se le cacher, quelques-uns, alors c'est quoi, en gros c'est 4-5 par an, qui réalisent qu'entre le premier et le deuxième semestre, ils souhaitent finalement basculer du parcours en présence au parcours à distance. C'est pas non plus nombreux, donc en fait on a quand même beaucoup d'étudiantes qui y arrivent à mener des 2 de front. C'est difficile, mais on arrive avec, en fait notre force elle est aussi qu'on a quand même beaucoup d'étudiants, donc beaucoup de TD, donc on peut organiser des emplois du temps qui fonctionnent normalement avec les horaires en conservatoire. D'accord, merci beaucoup. Et donc du coup, la formation à distance, est-ce qu'il y a dans cette formation à distance, est-ce qu'il y a des temps de présence? Alors dans la formation à distance, les seuls temps de présence obligatoires sont les temps des examens, pour lesquels pour l'instant nous n'avons pas de solution de passage à distance, donc les examens se passent en présence. Et nous proposons en option, pour celles et ceux qui le souhaitent, des activités que nous menons via en partie de la visioconférence ou via d'autres types d'activités maintenant numériques, des temps où on regroupe les étudiants et des temps où on peut aussi échanger de vive voix avec les étudiants, notamment de première année, que l'on suit 4 fois dans l'année, avec des entretiens privilégiés avec un enseignant ou une enseignante référent. Donc sinon, c'est nous appelons ça les activités tutorées, où on fait du travail ou de la réexplication avec sous format de visioconférence tel que celui-ci, via Zoom entre autres. On les regroupe, mais sans obligation. C'est ça l'idée, c'est que l'EAD pour l'instant ne nécessite pas des temps de présence obligatoires à certains moments de la semaine. Ils sont optionnels, donc ils enrichissent la formation.
D'accord, merci. Petite aussi dernière question, et puis on vous libérera. Euh, du coup, il suffit de cocher la case artiste de haut niveau sur Parcoursup pour bénéficier de régime, ce statut, ou est-ce qu'il y a une démarche supplémentaire à faire? Oui, en fait, la case sur Parcoursup, elle n'est pas encore trop reliée à une procédure automatique. Donc en fait, le fait de cocher sur Parcoursup n'engage en gros à rien. En gros, ça aboutit dans un vide pour l'instant. Donc il faut que la demande soit refaite à la rentrée au sein même de l'UFR. Ça, effectivement, c'est important. Il faut que ça nous revienne. En l'occurrence, en ce moment, c'est moi-même et ma collègue qui traitons les demandes d'artistes de haut niveau. Et ce n'est pas le simple fait juste d'être enfin, de se dire soi-même artiste de haut niveau qui fait qu'on obtiendra le statut d'artiste de haut niveau. Euh, il faut vraiment que le dossier soit solide et en plus avec des difficultés d'emploi du temps qui sont motivées pour que le dossier aboutisse à des aménagements conséquents. D'accord, merci beaucoup. C'est important parce que je pense que très peu de jeunes sont au courant de cet aménagement qui était pas forcément très visible jusqu'à présent, en tout cas à la Sorbonne, à part à la Sorbonne Sciences, où pour le coup il y avait il y a un vrai dispositif qui est très visible. Il est en train d'être mis en place chez nous aussi. On va essayer de faire, on essaye de faire d'ici peu comme côté des sciences, c'est-à-dire de faire comme en fait pour les listes de sportifs de haut niveau, c'est-à-dire d'avoir une commission qui va examiner l'ensemble des dossiers, qui mettra les gens sur des listes d'artistes de haut niveau, comme ils le sont en sportifs de haut niveau. Alors, les uns et les autres, peut-être d'ailleurs, même à Rouen, ça existe peut-être aussi, hein, artiste de haut niveau, ce statut. On pose la question de qu'est-ce qu'on appelle en fait un artiste de haut niveau? Eh bien en fait, il n'y a pas de définition. Donc autant c'est très simple en sportif de haut niveau, c'est être inscrit sur les listes nationales. Autant en musique, ça reste à définir. Donc, ce qui est valable côté faculté des sciences chez nous, en fait, c'est artistes de très haut niveau. En gros, chez eux, c'est ceux qui sont rentrés au CNSM et qui suivent une licence ou un master de musique, enfin de sciences à côté. Donc, c'est un très petit contingent qui est considéré comme artiste de haut niveau, quelques-uns qui sont en DEM sous certaines conditions et qui ne bénéficient pas des mêmes aménagements que les autres, quelques-uns des aménagements. Et donc, côté faculté des lettres chez nous, c'est plus complexe parce que on peut pas délivrer des artistes de haut niveau à tous les étudiants qui sont en musique en conservatoire à côté, sinon il n'y a plus personne dans notre licence de musique. Donc c'est un entre-deux qui est en gros effectivement à partir du niveau DEM, on examine les demandes. Alors, on a une remarque sur le fait que alors en danse, on a aussi des statuts. On peut faire jouer également ce statut d'artiste de haut niveau. Je vous signale d'ailleurs que lundi prochain, le 22, nous aurons donc un webinaire qui sera sur ces formations proposant des parcours spécifiques pour les artistes, qui sont des formations non dédiées justement, non artistiques, mais qui proposent des aménagements de type artiste de haut niveau, donc que ce soit Dauphine, Sciences Po, Sorbonne Sciences. On a aussi l'université Gustave Eiffel, enfin, etc. Il y a partout en France, il y a ces possibilités-là qui peuvent aussi être proposées. Ceci dit, les aménagements et la façon de gérer les artistes de haut niveau n'est pas la même d'un établissement à un autre. Donc ça, il faut se rapprocher à chaque fois de l'université. Et je vois qu'Angélique a rallumé sa caméra, donc peut-être pour intervenir sur le sujet aussi. Et après, on vous laissera. Vous voulez que j'intervienne par rapport au statut? Alors oui, c'était la Est-ce que question, tu viens de dire effectivement, que c'était ça. j'ai pas vu la question. La question, c'était justement que la danse est prise effectivement en Oui, université de oui, oui, sport. oui. Et En du coup, fait, est-ce au- que il n'y a pas on peut pas être sur la liste non, des sportifs? non.
Non, on Mais ne peut on pas peut être sur la être, liste des sportifs de haut niveau parce que c'est un statut qui est différent. En revanche, l'Université de Strasbourg, la faculté des sciences du sport, a créé, on est en train de créer un statut en interne pour que les étudiants puissent bénéficier en interne d'aménagements identiques dans le double cursus au regard de ceux qui ont des aménagements pour ceux qui ont le statut de sportif de haut niveau. Par contre, officiellement, c'est pas possible. Pour l'instant, peut-être que à l'avenir, les choses vont bouger, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. On n'est pas, on est, il y a deux ministères là qui se côtoient et où il est encore compliqué de faire des passerelles parce qu'on a le ministère des Sports et on a le ministère de la Culture. Et donc, pour l'instant, le double cursus arrive seulement dans la faculté des sciences du sport et pour l'instant, cette passerelle-là n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'elle ne deviendra pas, mais pour l'instant, être haut niveau en étant un danseur de haut niveau, avoir le statut officiel du ministère Jeunesse et Sport, c'est pas encore possible. En tout cas, alors, les aménagements sont prévus. Les aménagements, de toute façon, au vu de la quantité horaire et de pratique en danse sur le cursus universitaire qu'on propose, des aménagements sont nécessaires. Et c'est pour ça qu'on travaille de manière très intime avec le conservatoire dans la création des emplois du temps. Les emplois du temps, tout le monde le sait ici, c'est extrêmement compliqué, d'autant plus quand on travaille en partenariat avec une structure pour répondre aux besoins de chacun. En tout cas, on tient compte du volume horaire et dans la gestion de l'emploi du temps pour que les étudiants s'y retrouvent. Et quand même des temps de respiration en passant du campus au conservatoire. alors, et je rassure par ailleurs les danseurs des conservatoires, ils peuvent tout à fait revendiquer le statut d'artiste de haut niveau et non pas celui de sportif de haut niveau dans beaucoup de formations d'université, comme de même que les musiciens. Il n'y a pas de différence côté culture, on va dire, entre les musiciens, les comédiens et les danseurs. Chacun peut revendiquer et demander en fait ce statut. C'est effectivement un statut qui nécessite essentiellement de démontrer qu'on est très engagé dans une pratique, voire en voie de professionnalisation déjà dans un certain nombre de cas, et qu'il y a il y a un besoin fort d'aménagement horaire parce qu'il y a un emploi du temps chargé dans la pratique artistique par ailleurs. Il y a une question que je viens de voir apparaître. Les danseurs doivent faire de l'EPS au bac, par exemple, même s'ils font 20 heures de danse par semaine. Alors, il n'y a pas énormément de lycées en France qui proposent la danse au baccalauréat en EPS. Je crois qu'on est sur de l'ordre de, j'ai suivi une étude récemment, on est sur de l'ordre de 5% de lycéens qui passent une épreuve de danse en EPS au baccalauréat. Dans l'enseignement de l'EPS, on ne parle pas d'un enseignement de spécialité ou un enseignement d'optionnaire. Dans un enseignement traditionnel en EPS, il n'y a même pas 5% de lycéens qui font danse au bac. Alors, qui peut aider à faire évoluer les choses? Nous, on en fait partie. Le cercle doit devenir vertueux, en fait. Le cercle n'est pas encore vertueux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est fondamental que des passerelles soient faites entre l'éducation physique et sportive, le côté sportif et la représentation sociale de l'étudiant en STAPS qui est plutôt masculine, virile, qui n'est pas du tout liée au corps sensible. Et c'est pour ça qu'on commence à faire bouger les choses. On est 3 universités à avoir un double cursus danse en STAPS pour que le corps sensible prenne toute sa place. Je crois que c'est en passant par là, justement en passant par ce type de formation au sein d'une composante à représentation très sportive et pas sensible et pas artistique, mais en changeant les choses, c'est là que je crois qu'on va pouvoir faire évoluer. Ce cercle va devenir vertueux et à un moment donné, ça va retomber aussi sur les enseignants qui sont en charge de la danse dans le milieu scolaire, dans le secondaire. Et je ne demande que ça, en tout cas, pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous laisser, on va clore là ce webinaire. Merci à tous. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Ça sera donc le webinaire sur les filières non artistiques de l'université ou des écoles, mais avec des aménagements
pour pouvoir accueillir des artistes de haut niveau, et pas des sportifs de haut niveau, pardon, des artistes de haut niveau. Donc, ça sera lundi prochain. Et le lundi suivant, nous aurons un webinaire qui sera dédié à la question de la professionnalisation pour les chanteurs. Donc, avec la difficulté de la désynchronisation entre des études artistiques et les études, effectivement, plus formelles, les études à l'université. Donc, la difficulté de se projeter dans ces parcours. Merci beaucoup à tous et à bientôt.